On l'appelle Pierrot le facteur. C'est familier, c'est bonhomme, c'est tout à fait dans l'esprit de la cité. Remarquez 16 ans de service dans le même quartier, cela tisse pas mal de liens. Donc, pour les gens d'ici, Pierrot fait partie des meubles. Monsieur le policier, ça va bien? Ça va. Une petite bergère de France, on va se mettre à tricoter maintenant? Pourquoi pas? Et où est France? À dire vrai, l'histoire de cette cité débute avec les hivers 1953 et 1954. Durant ces deux saisons, le thermomètre va geler partout en France, plongeant ainsi les mal logés dans un habitat de courant d'air glacé. Les journaux de l'époque parlent de bébés mordus par les rats et de vieux qui meurent de froid. L'opinion va s'émouvoir. À Rennes, la municipalité, les commerçants, l'église, avec en tête le fameux abbé Pierre, lancent une opération de relogement en faveur des plus déshérités. La cité d'urgence est née, elle sera installée en périphérie de Rennes, dans le quartier de Clenay. Depuis, 25 années ont passé. Les 140 logements que l'on disait provisoires sont toujours debout. Les maisons n'ont pratiquement pas changé d'allure. Le confort dans l'ensemble demeure rudimentaire, spartiate. Pas d'isolation et des douches installées au-dessus des WC à la turque. La cité, tout de même, possède deux atouts non négligeables, surtout à la belle saison. D'abord, un habitat de plein pied, quasiment individuel. Mais également un jardinet qui sert, selon les cas, de débarras, de potager, de basse-cour ou encore de chenil. Il y a beaucoup de bêtes, en effet, à la cité de Clenay, à croire que c'est le paradis des animaux, à défaut d'être celui des hommes. Pour les 250 habitants, la cité se peut être le meilleur ou le pire. Chacun, comme l'on dit, voit midi à sa porte, et vous allez constater que le soleil ne brille pas de la même façon pour tous. Chez les Liévy, c'est la grisaille qui l'emporte. À chauffer, c'est désastreux. Dans les cheminées, il pleut. Il n'y a pas de prise de terre. Peut-être éventuellement un chauffage électrique qui coûterait les yeux de la tête. Autrement, je ne vois pas du tout par quel moyen chauffer parce que tout est pourri là-dedans. Et puis c'est très humide. Je vois dans ma chambre, il pousse même des champignons le long du téléphone. Il y a des tuiles qui s'en vont, il pleut à la maison régulièrement. Alors si je comprends bien, l'intérieur ici, bon, est déplorable, c'est ce que vous dites. Alors est-ce que votre voisinage, vous le jugez de la même manière? En règle générale, en ce qui me concerne, oui. Personnellement, oui, je trouve que l'entourage est vraiment spécial. Qu'est-ce que vous entendez par spécial? Spécial, c'est-à-dire, pas bon à fréquenter. Les histoires, ça peut-être trop de copinage, ce genre de choses. Les gens aiment ici se retrouver entre eux. Il y a pas mal de gens qui boivent. Le chômage sévit beaucoup dans la cité. Et alors, ces gens-là se retrouvent entre eux. Ça se termine souvent avec des centres de paniers de salade parce qu'il y a des bagarres. Et puis après, ils se battent ensemble, puis après, ils reviennent copains. Et c'est pas du tout mon genre d'ambiance et je ne fréquente strictement personne. La cité ou la rue? C'était en 1955. Armel et Virginie Luton cherchaient à se loger. Clenay ne les emballait pas, mais ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, après avoir eu 6 enfants, ils nous ont avoué qu'ils ne voudraient plus en repartir car c'est dans cette maison qu'ils ont bâti leur vie. L'intérieur, on a été obligé de faire quelque chose à l'intérieur parce que réellement le travail n'était pas fini, quoi. L'extérieur, il y a de fait de pire, quoi. À l'intérieur, qu'est-ce que vous avez fait, vous, monsieur? C'est-à-dire, on a plâtré, on a refait le ciment dans le couloir. Partout. Alors, on a tapissé, on a modifié bien des trucs. Le plafond, on a mis de l'isorel mou. Et tout ça à votre charge? Tout ça à notre charge. Peinture à notre charge, tout à nos charges. Tout l'intérieur est à nos charges. Alors, sur le plan du voisinage, comment vous vous êtes intégré ici dans la cité? Aujourd'hui, vous avez de bons voisins, vous entendez bien? Pour l'instant, il n'y en a pas ici. En face, il n'y a plus personne. Je veux dire dans la cité en général. Ah, dans la cité, oui. Parce que, vous savez, nous, on ne fréquente pas beaucoup. Si, bonjour, bonsoir, nous sommes bien avec tout le monde, mais enfin, pas pour fréquenter les gens beaucoup. Il y a surtout depuis que je fais partie du membre du collectif que je fréquente davantage les gens du coin. Autrement, je ne connaissais même pas les gens, surtout Square Koufra. Je ne connaissais pas beaucoup de gens. Et du temps où vos enfants étaient un peu plus jeunes, donc ils avaient des copains ou des copines ici, est-ce que ça défilait à la maison? Comment ça se passait? Non, jamais. Jamais.
On a toujours un peu aimé la tranquillité. Oui, le père Ils était avaient, assez sévère, alors... ils avaient leurs amis, mais alors en dehors. Ouais. Oui. La télé ronronne doucement. Dans leur cage, les oiseaux jouent à pigeon-vol. Sur le tapis, le chien se fait un brin de toilette. Et sur une banquette, 2 enfants regardent les émissions du mercredi. Ce jour-là, chez Antonio et Pierrette Anselmi, la maison est bien paisible. Chacun apprécie son chez-soi. Est-ce que vous êtes accoutumé, j'allais dire, à l'inconfort de votre habitation? Oh oui. Moi c'est pareil, hein. J'ai connu ce que mon mari a connu, pas dans le même quartier, mais c'est pratiquement la même chose. Hein. Moi j'habitais au camp des Nomades, mon mari habitait au camp Victoraux, vous voyez, alors on a retrouvé quand même sensiblement la même chose. Hein. Mais avouez tout de même, c'est pas très pratique pour non, bien sûr, nettoyer mais le linge, pour il y a autre chose à côté des petites de ça. commodités quotidiennes. On s'y habitue, hein, de toute façon. Hein. Puis, Et cette autre chose dont vous parlez, qu'est-ce que c'est alors? Le voisinage, l'encadrement, on est bien, on n'est pas comme en HLM. Vous avez vécu, je crois, en HLM quelques années. Oui, on a vécu quelques années en HLM. Bon, ben, c'est sûr que le confort était là. Nous, ça nous apportait beaucoup parce que les enfants étaient petits. Dès que les enfants ont commencé à marcher, tout mon mari me dit... Il n'était pas d'accord au début de retourner dans la cité, c'est vrai. Et puis j'avais fait une demande comme ça, à tout hasard, et puis ça a marché. J'ai dit à mon mari, ça vient, une maison d'accepter dans la cité. Et depuis, on ne la donnerait pas pour tout l'or du monde. Je ne sais pas si ce que vous appelez délinquance, étant donné qu'il n'y a eu jamais de cas comme il se passe en ce moment à Lyon, par exemple. Il n'y a jamais eu de ces problèmes-là. Bon, bah si, il y a eu quelques disputes, il y a eu entre jeunes, entre anciens. Bon, bah ça a toujours existé, ça. Hein. Oui, mais la délinquance... La délinquance elle-même, non, il n'y a jamais eu de délinquance. Effectivement, disons qu'ils sont un peu plus calmes à l'heure actuelle qu'on l'était. Parce qu'il y a plus de jeunes, il y a beaucoup moins de jeunes, c'est tout. Oui. C'est vrai qu'il y a moins de jeunes aujourd'hui dans la cité. Le vieillissement des habitants, les départs vers des horizons plus dorés, tout cela fait que le quartier est beaucoup plus calme que dans les années 65, les années chaudes, comme on nous a dit. L'amélioration de cette situation, on le doit en partie à l'environnement des travailleurs sociaux. Qu'ils viennent de la MJC, du centre social, de la maison des familles, du relais, tous ont contribué à effacer cette image de délinquance qui a si longtemps collé à la peau de la cité. Ça fait 10 ans que je suis ici, j'ai jamais eu d'histoire avec qui que ce soit. Je pense qu'on se trouve en face de gens qui n'ont pas eu beaucoup de chance et puis qui subissent peut-être plus que d'autres la vie sociale actuelle. Je pense que par exemple, il y a beaucoup de jeunes au chômage. Et puis, ce qu'on fait avec eux, c'est les aider à trouver un boulot qui corresponde à ce qu'ils peuvent faire. En un quart de siècle, la cité d'urgence s'est également forgé une mémoire, une histoire, ou du moins des histoires. Cette proximité sociale a fait naître une conscience de classe très vive, ce qui fait que Clenay est devenu un point d'enjeu idéologique. Que fallait-il faire en effet des habitations qui se délaveraient? Fallait-il tout raser et reconstruire ailleurs, au risque de déchirer le tissu social, ou bien fallait-il réhabiliter les logements, au risque cette fois-ci d'enfermer une population qui cumule déjà pas mal de handicaps. Finalement, c'est une solution intermédiaire qui a été prise. La cité sera reconstruite par tranches et sur place, du moins pour une grande part. Je crois que le risque, plutôt, si cette population était dispersée, c'est qu'elle continue d'avoir les difficultés, par exemple financières, qu'elle peut avoir actuellement, mais qu'en se trouvant dans des logements plus chers, avec une population qui est différente, des gens qu'elle va trouver, je crois, plus fiers, des gens qui apprécieront pas la façon dont les enfants jouent ou font du bruit, avec une sorte de rapport de force entre des groupes qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas eu la même histoire, qui ne se connaissent pas, qui sont d'abord des étrangers. Cela aggrave peut-être les problèmes plutôt que de contribuer à les résoudre. On essaie d'établir avec les gens aussi, on essaie de recenser toutes les questions qu'ils se posent au sujet de leur groupe d'habitation ou bien au sujet du quartier plus en général. Et on essaye de résoudre ça avec eux, directement auprès des offices. Sans vous, l'opération n'aurait pas pu se faire? Enfin, si, elle aurait pu se faire, sûrement. Faut quand même difficilement. Pas dans les mêmes contextes. Je crois que déjà le fait qu'en tant que collectif, on a demandé la fameuse étude sociologique qui s'appelait Écho d'un village ouvrier. Je crois que cette étude, elle a contribué quand même à faire connaître à la municipalité un petit peu le mode de vie des habitants, etc.
Et puis, il y a encore une autre chose qu'il faut dire, c'est que le rôle du collectif, justement, il est surtout de faire que dans cette opération HVS, enfin opération Habitat et Vie sociale, les habitants ne soient, enfin la dimension humaine du problème ne soit pas mise de côté. Cette dimension humaine est malheureusement bien complexe. Pour réussir la nouvelle cité, les architectes devront conjuguer les coutumes collectives et les habitudes individuelles. C'est pourquoi les habitants prochainement délogés ont tous été conviés à repenser leur futur logement. Cette démarche participative de la population de Clenay est très neuve dans le genre. Elle engendre bien sûr une foule de questions comme celle de la hausse des loyers des nouvelles habitations. La municipalité est de celles qui prônent quotidiennement le droit légitime au logement pour tous et digne. Il ne suffit pas de le dire, il faut que ça passe par les actes. Et nous acceptons le débat franc et ouvert sur le coût d'un loyer par rapport aux ressources. Pour un couple avec un enfant, avec des ressources moyennes, familiales de 4 500 francs, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le loyer sera voisin de 10% de leurs ressources. Et effectivement, il sera en hausse par rapport à leur loyer actuel. Mais je crois qu'il faut avoir la franchise de comparer ce qui est comparable. Or, le niveau de confort et d'habitabilité de leur logement actuel est sans commune mesure à ce que l'on leur proposera par la suite. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. C'est en ces termes que Jacques Boutron a débuté la première réunion de concertation. Au début, tout le monde écoutait comme des enfants bien sages, et puis l'atmosphère s'est dégelée et les questions sont venues. En réalité, la plus grande surprise pour ces locataires qui paient entre 130 et 200 francs de loyer par mois, c'est d'être écoutés. Ils n'arrivent pas encore à comprendre que leurs désirs seront pris en compte pour réaliser leur future maison. Je crois qu'on ne pourra pas concilier tous les souhaits. On est tenu à la fois par des impératifs financiers, par des contradictions à l'intérieur de la population, par des rapports entre le maître d'ouvrage et les habitants, par des réglementations. Et il ne s'agit pas de répondre à tous les souhaits. Je crois que c'est impossible. Cette démarche que vous avez adoptée, vous ne pouvez l'utiliser que dans un cadre bien précis, en fait, pas pour toutes les constructions, je suppose. Non, on ne peut travailler, puisqu'on travaille pour une population véritablement, que lorsqu'on la connaît. Alors ça peut prendre diverses formes. Ça peut être à l'occasion d'une réhabilitation, ça peut être comme ici dans le cadre d'une reconstruction, ça peut être aussi un lotissement dont on connaît une liste d'attente et on consulte les gens qui sont intéressés par cette démarche. Est-ce que les architectes, en règle générale, sont prêts à utiliser cette voie ? Je ne sais pas s'ils sont prêts. Je crois qu'il y a relativement peu d'équipes qui sont intéressées par ça. C'est juste. Il n'y a guère d'architectes à être intéressés par cette démarche participative. À l'ordre des charges, il faut dire que la voie est contraignante et pesante. Mais il n'empêche que cette démarche, pour une fois, prend en compte la part de rêve qui habite chacun d'entre nous. À Clenay, on n'en croit pas encore ses yeux. Un seul regret tout de même, c'est Pierrot le facteur qui nous l'a exprimé. Il a peur que la nouvelle tranche construite dès l'an prochain ne fasse plus partie de sa tournée.